Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Faisons un voyage vers et avec la zoologie. Oui, la science des animaux, on va dire, avec le professeur Si Ahmed Arab. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur à l'université Abdelmalek Sadi à Tanger. Vous êtes biologiste à la base, mais vous êtes passionné, vous êtes un passionné de la zoologie et de l'ethnozoologie. Tout cela sera détaillé dans un instant, mais avant cela, faisons connaissance avec vous. Vous êtes donc, vous avez toujours été du nord du Maroc ou vous avez été dans d'autres régions? Non, c'est le nord du Maroc. Toujours, Ouais, d'accord. Vous le dites presque avec résignation, mais il est magnifique le nord du Maroc. Il est magnifique, mais comme tout le Maroc, c'est un Exactement. paysage qui est tellement diversifié C'est vrai, et c'est vrai. tellement beau. Donc vous habitez Tanger, vous êtes à cette université Abdelmalek Sadi, vous êtes dans un département Je suis donc à la faculté des sciences et techniques de Tanger, au département de biologie. de biologie, c'est Oui. cela, et vous avez initié quelque chose d'extraordinaire et qui est très très rare au Maroc. Vous avez initié une histoire des sciences et vous avez pu faire reconnaître académiquement cette discipline qui reste le parent pauvre tout de même des enseignements. Soit on est biologiste, soit on est historien, mais on n'est pas historien de la biologie. Soit on est médecin, soit on est historien, mais on n'est pas historien de la médecine. Soit on est mathématicien, soit on est historien, mais on n'est pas un historien des mathématiques. Et en réalité, toute cette contextualisation historique des disciplines est très importante. Avant cela, d'abord vos motivations. Vous avez fait de la biologie. Comment se fait-il que très vite, vous avez été vers la zoologie? Alors, il faut d'abord commencer par mon enfance. Oui, Déjà au collège, je portais un vif intérêt pour les animaux. Et j'avais déjà, animaux domestiques, animaux en non, les général? animaux en général, mais beaucoup plus sauvages. Ah, d'accord. Et donc, il y avait des émissions à cette époque, c'était les Oui. années 70, des émissions espagnoles. Et puis, mon intérêt donc, était vraiment très vif au sujet des animaux. Et ce qui m'a porté justement à penser, à suivre mon cheminement pour le futur vers cette discipline. Et c'était quelque chose parce que rares sont ceux qui commencent et décident de leur futur Oui, à un âge aussi précoce. avancé, il y a Ouais. beaucoup d'hésitations, beaucoup de contingences, beaucoup d'alternatives, mais vous étiez... Ah, c'était déjà déterminé. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et donc, effectivement, pour faire de la zoologie, il faut d'abord faire de la biologie, l'étude du vivant. Tout à fait, parce que donc en licence, il y avait au départ c'était de la biologie-géologie et après après le DUG c'est de la biologie et à la fin l'orientation vers soit la biologie animale ou végétale ou générale. Oui, Donc et j'ai pris donc la biologie animale. animal, d'accord. Et vous ne l'avez pas regretté Non, du tout. Jusqu'à présent, je suis très dans vos satisfait domaines. et pleinement satisfait. Alors, zoologie, quand on dit zoologie, pour vous, vous parliez des documentaires que vous avez vus, vous ne la dissociez pas de l'ethnozoologie, c'est-à-dire le comportement des animaux, c'est cela? Ah non, l'ethnozoologie, c'est une autre discipline qui Ah, pardon. appartient à D'accord, l'ethnoscience. d'accord. Alors, c'est L'ethnoscience, quoi l'ethno ici? alors ici, l'ethnoscience, c'est l'exploration du savoir local Ah oui, et pour un autre intérêt, pour vraiment trouver des raccourcis. Au lieu de faire trop de recherches, il suffisait de demander aux natifs oui. des Donc informations. l'ethno, c'est la localité surtout. Oui, voilà. Pardon, Donc c'est d'accord. l'exploration du savoir local, Oui. local. Mais par contre, ce qui m'a intéressé énormément, c'est l'éthologie. C'est la science du comportement. Oui. Je fais la confusion entre les deux. Il y a l'éthologie et puis il y a Et l'ethno. Voilà. l'ethnométhodologie, ajoutons l'ethnométhodologie aux trois autres, mais non, l'ethnozoologie, c'est la localité, l'animal dans son milieu. L'éthologie, c'est l'animal et son comportement. Enfin, l'ethnozoologie, c'est une recherche qui te pousse à explorer le savoir chez les natifs. Parce que eux, vu leur contact est vraiment donc très intime avec les animaux donc de leur environnement, ont acquis un ensemble de connaissances
qui ont permis à toute la population de survivre, soit contre les attaques, les agressions, soit pour trouver des remèdes, etc. Comment fuir les animaux, comment s'en approprier. Et donc, tout cet ensemble d'informations permettait justement à cette population d'acquérir un certain savoir qui va être transmis au fil des générations. C'est cela, donc recueillir auprès des Bédouins notamment. Dans le cas des Arabes, oui. Dans le cas des Arabes, recueillir auprès des Bédouins toute une connaissance relative aux animaux, à leur comportement du coup, à leur milieu, mais d'abord auprès des natifs, comme vous dites, parce que, ça c'est intéressant ce que vous dites, c'est par rapport à la nécessité de s'adapter finalement dans ce voisinage, dans cette cohabitation avec les animaux. Il y a un savoir-faire de comportement. Justement, le Jahed au 8e, 9e siècle s'en est rendu compte et il a dit que c'était pas la recherche scientifique qui était le facteur motivateur pour aller chercher de l'information, mais plutôt c'était un besoin de survie finalement, qui va permettre à ces humains de vivre au sein d'un écosystème qui est vraiment un milieu très hostile finalement. Ça, c'est très très important. Vous avez prononcé un nom essentiel dans la culture arabo-musulmane, Al-Jahid. Al-Jahid qui, à cheval entre le 8e et le 9e siècle, a précisément écrit cet ouvrage majeur sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez publié, Kitab al-Hayawan, le livre des animaux, où c'est un ouvrage, vous allez nous le présenter, avec plusieurs couches. Il y a la connaissance historique, bien évidemment, mais il y a la connaissance linguistique, la dénomination des animaux, il y a la connaissance, la théorie de la connaissance, c'est-à-dire comment aborder la connaissance des animaux et donc la catégorisation animale. Et très tôt, dans cette civilisation arabo-musulmane, on a un auteur qui mêle l'historique à l'épistémique, au linguistique, au catégoriel. C'est assez extraordinaire. Moi, j'avoue que c'est en vous lisant et en lisant vos travaux sur le Jahid, sur Kitab al-Hayawan, que me sont apparues toutes ces couches d'analyse. Est-ce que pour le grand public de la télévision, vous pouvez un peu présenter cet auteur si majeur quant à sa contribution en zoologie, en ethnozoologie et en éthologie animale? Alors justement, déjà mon histoire avec le Jahid a commencé à Paris. C'était en 1986. Durant votre doctorat? Bien avant, c'était en DEA. Diplôme d'études approfondies. Voilà. Je faisais justement le comportement animal en doctorat, donc c'était justement la même chose, l'éthologie. Et j'ai découvert le livre des animaux que j'avais acheté, et en le feuilletant comme ça, d'une façon un peu en diagonale, j'ai découvert un certain nombre d'informations donc contenues dans cet ouvrage. C'est une œuvre qui est quand même assez importante, puisqu'elle est composée de 7 volumes, d'à peu près, dont chacun donc contient à peu près 400 pages. Et il contient beaucoup d'informations et beaucoup de réflexions. En plus, c'est un témoignage de son époque, parce qu'il n'y a pas seulement lui. Il y a tout son entourage, le milieu savant, toutes les discussions qui se déroulaient. Et donc, on voyait un état d'esprit qui est assez raffiné, assez élevé. Et j'ai découvert beaucoup d'informations qui montrent et qui témoignent d'un certain savoir et un avancement de ce savoir, surtout le savoir zoologique. Et lorsque j'ai consulté les documents donc d'histoire des sciences biologiques, ils disent que les Arabes n'ont rien apporté, sauf qu'ils étaient les seuls. C'est ça, le savoir colonial, c'est que les Arabes ont transmis un peu de choses grecques, mais eux-mêmes n'ont rien inventé. C'est leur seul mérite, c'est d'avoir conservé le patrimoine grec et le transmettre au latin. Cette pensée coloniale, elle a duré longtemps. Oui. Elle dure même malheureusement encore un peu. Mais la discipline, la dernière victime justement de ce fameux Renan, oui, ça fait déjà donc plus d'un siècle, qui a décrété qu'il n'y avait pas de sciences arabes, mais au fur et à mesure, on a commencé à chaque fois à découvrir donc des disciplines qui étaient donc où on montre la contribution des Arabes. Bien sûr. En optique, en
circulation sanguine, Ibn Nafis, en en, optique. en beaucoup de domaines. Oui, oui, bien sûr. Sauf que la zoologie était le parent pauvre, justement. D'accord. Et cette découverte donc, du livre des animaux de Jahez m'a permis d'explorer son travail et m'a permis de préparer une deuxième thèse, une thèse d'État, sur justement la contribution de Jahez aux sciences zoologiques et à la lumière justement des connaissances actuelles. Et au départ, c'était très difficile parce que les orientaux ou les arabes considéraient que c'était un lèvre, que Jahez était un homme de lettres. Sans liaison avec le savoir scientifique. Et les occidentaux disent que Jahed n'a rien apporté. Enfin, il n'y a pas de science zoologique chez les Arabes. Alors ça m'a permis, ça m'a coûté énormément, énormément d'efforts. Oui. Mais j'ai réussi jusqu'à présent, après presque 40 ans, oui. j'ai réussi de publier. La recherche, c'est patient, c'est oui. Beaucoup de patience. J'ai réussi à publier une soixantaine d'articles scientifiques et j'ai réussi à imposer la zoologie arabe. Oui. Bravo. Et ce qui m'a permis, après la soutenance de ma thèse, d'avoir une accréditation pour une UFR doctorale, oui. qui m'a permis d'avoir des étudiants. Donc, entre autres, Youssef El Mouhajir, qui a excellé avec moi. Et là, j'ai une deuxième génération qui est avec Omar El Hamoudi, qui est très brillant. Oui. Et nous commençons. Donc, nous sommes maintenant sur 3 générations. La mienne, celle de Youssef. Et alors, l'accréditation était importante, une accréditation en histoire C'était une histoire des sciences arabes et des idées scientifiques. C'est cela. Oui. Qui a été accrédité dans votre université. C'est le ministère. Donc, en m'accordant la possibilité d'inscrire chaque année, pendant 4 années, 4 inscriptions. Donc, 4 doctorats. 4 doctorats, oui. Ça, c'est très important. Revenons à Al-Jahed et revenons à vos recherches. Ce qui est fascinant dans la recherche que vous avez menée en je dis bien en ethnozoologie, c'est-à-dire en allant interroger les gens, c'est que vous avez découvert qu'il y avait des dénominations très fines et qu'un même animal pouvait être dénommé de plusieurs façons selon que l'on s'occupe de sa croissance, de son rapport à sa descendance, à sa nourriture. C'est à sa robe. À sa robe, oui. À la disposition de ses cornes, comment ils sont orientés. Mais il y a un foisonnement de termes pour désigner à chaque fois un menu détail sur l'animal en question. De cette dénomination foisonnante, vous avez voulu précisément faire un dictionnaire ou un vocabulaire, et vous y travaillez encore aujourd'hui, pour vraiment, et c'est un double, comment dirais-je, une double richesse, une richesse linguistique de certains termes qui ont disparu, donc vous les archivez un peu comme de la biodiversité, vous faites de la linguistico-diversité, si je puis dire, et d'autre part, précisément, de montrer, selon les nuances terminologiques, l'importance de l'animal. Tout à fait. Déjà, le fait de lire Kitab al-Hayawan d'Al-Jahed, qu'est-ce qu'on constate? Que l'arabe de cette époque n'est pas le nôtre. Il y a un vrai hiatus entre les deux. Parce que tout simplement, lorsqu'on va énumérer donc, les termes zoologiques arabes chez Al-Jahed, et on va les définir, on va constater que ces définitions ont changé actuellement et les noms ont changé. Et ce changement est dû au fait que ceux qui ont confectionné le dictionnaire zoologique moderne se sont basés sur ce qu'on appelle un procédé de traduction qui est la traduction littérale ou ce qu'on appelle l'arabisation. Alors pour la traduction littérale, là j'ai un petit exemple qui est intéressant. Jahed, pour parler des animaux ou des oiseaux migrateurs, il les appelait al-qawati' parce que qata'a ça veut dire traverser, masafat. Donc, et il les a appelés aussi par un autre nom. Enfin, c'est pas lui, c'est les Arabes. Oui, oui. Il parle des rawaj parce qu'il y a le retour au gîte. Ah, oui. Nous avons préféré traduire oiseaux migrateurs, Toyur al-Muhajira, donc c'est devenu Toyur al-Muhajira. Et comme les incisives qui provoquent des incisions, donc on les a appelés qawati'. Ah oui. Alors que le qawati' actuel sont thanaya en arabe de l'époque.
Donc il y a eu un changement Oui. et Des confusions même. beaucoup de confusion. Et celui qui ne connaît pas la terminologie de l'époque classique, il va avoir beaucoup de confusion, justement, beaucoup d'ambiguïté. Ah oui, c'est cela. Et alors, il y a ces dénominations et puis il y a la catégorisation qui va avec, c'est-à-dire on La va classification. comment La Une classification. classification, Oui, exactement. classification. Avant l'inné, il y a une classification qui répond à quels critères en général? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Arabes, même à une époque anté-islamique, avaient déjà une belle classification qui était, où on voit des catégories, des sous-catégories, et encore des sous-catégories. Et un exemple, Selon quels critères, comment ils euh, catégorisent par exemple? et je vais te donner un exemple tout Oui, simple concernant les herbivores. Les oui, herbivores, oui. les herbivores donc, en arabe, c'est le bahaïm. Pas Mhm. comme actuellement, bahaïm, Ah c'est oui, autre chose. ah oui, Hein, oui, hein. oui, oui. Alors, les bahaïm va donner ce qu'on appelle le hafir, c'est-à-dire les équidés. Et hafir, ça vient justement du sabot des chevaux. Ah, Donc, il y a le groupe, la catégorie des hafir, et puis la catégorie de ce qu'on appelle l'an'am. L'an'am, ce sont les ruminants. ah, Et à l'intérieur des ruminants, il y a ce qu'on appelle les, les camélidés, qui les appellent al-khof par rapport à son sabot, et les bovidés. Et puis on va trouver les bovidés, ce sont le dhelf. Et dans le dhelf, qu'est-ce qu'on va retrouver? les, les bovins, donc le baqar, et puis les ovicaprinés qui sont les ovins et les caprins, et ce sont le ghanan. Et là, les ovicaprinés, on va les diviser par deux, al-maïs et dan, c'est-à-dire les moutons, et plutôt les chèvres et les moutons. Donc vous voyez à quel niveau, oui, et ça, ce genre de classification, généralement lorsqu'on étudiait les populations, surtout d'un point de vue ethnologique, c'est ce niveau justement de décortication et d'arborisation qui décide de l'importance d'un peuple au niveau de ses réflexions. oui, bien sûr. Et là, Jahez ne se limite pas à ça. Bon, Jahez, donc, ça, c'est quelque chose d'acquis. Mais il discute justement les critères et puis les caractères qui sont utilisés pour assurer une bonne classification. Et dans son livre, on voit justement Réflexion toute sur une- la connaissance, sur les moyens d'acquérir une connaissance. Par exemple, il va parler de ce qu'on appelle, il dit, nous avons devant nous un animal carnivore. Sabouin, c'est un carnivore. Ça boule. Oui. Mais il y a le carnivore comme attribut, et puis il y a le carnivore comme catégorie. Le serpent, il dit, est parmi les carnivores les plus voraces. Et pourtant, il n'appartient pas au groupe des carnivores. Parce que pour les carnivores, il y a un groupe à part. Donc, comme les chiens, c'est ce que nous trouvons actuellement C'est dans ça, notre c'est les classification terminologies. moderne. Oui, oui, Par exemple, actuellement, dans le groupe des carnivores, où il y a les ours, oui, les guépards, les léopards, et oui. puis les chiens, à l'intérieur de ces carnivores, il y a un carnivore qui est herbivore, c'est le panda, parce qu'il appartient aux ours, et pourtant c'est un carnivore qui n'est pas carnivore. Vous voyez un peu le Ah là problème. là. Il est carnivore. Mais quand on lit ces textes-là, si on n'est pas guidé, on est complètement perdu. Eh Ou oui, bien mais, on passe 40 ans comme vous à débrouiller les problèmes. mais j'arrête justement, en utilisant cette terminologie et en essayant de faire Précise. le distinguo Oui, entre une appellation pour désigner une catégorie et une appellation pour désigner un attribut qui ne sont pas forcément qui ne vont pas identiques, hein, qui ensemble. vont pas ensemble. C'est très important. La catégorie et la tribu ne vont pas ensemble. Mais c'est de la logique, ça. C'est véritablement de la logique. Parce C'est que un quand on héritier parle de... d'Aristote, Ah Jared. oui, Ouais, ouais. quand on dit classification, automatiquement, il y a des dispositions logiques qui sont mises en route. Alors, ce travail sur le Jahid, vous avez dit comment vous avez fait un triple travail académique, du diplôme d'études approfondies à la première thèse, à la dernière, jusqu'au à la thèse d'État. Aujourd'hui encore, vous êtes préoccupé pour, on va dire, la mise en regard linguistique, c'est-à-dire à travers plusieurs langues. D'où est venue cette nécessité de trouver des correspondants, comme d'ailleurs le cours que vous venez de nous donner entre la catégorie, la tribu, qui peuvent avoir la même dénomination
et pas du tout la même fonction. Tout à fait. C'est troublant, une même dénomination sans même fonction. C'est troublant. Oui, oui, et il faut être vraiment attentif. Et pour celui qui a justement ce niveau d'expliquer ces choses, il faut avoir vraiment un esprit très puissant, comme celui de Jahid. Ouais. C'est ça. La base reste la base précisément observationnelle et expérimentale. Alors, j'emploie ces deux mots qui ne sont pas pareils, mais qui s'enchevêtrent. Je vous ai entendu faire un exposé très brillant en insistant sur le fait que on observe en expérimentant, c'est-à-dire qu'il y a une intervention ou une observation active ou une expérience active. Il n'y a pas juste une observation passive et puis l'expérience qui vient après. Comment se fait cet enchevêtrement de l'observation et de l'expérience? Justement, ce sont des expérimentations avec un feedback orienté vers l'observation. C'est-à-dire, c'est l'observation qui vous dicte d'émettre l'hypothèse pour assurer une expérimentation, mais l'expérimentation en soi va vous pousser à faire d'autres observations et d'autres expérimentations. À partir d'hypothèses. À partir des hypothèses du départ et à partir des résultats des premières expérimentations qui ont été faites. C'est extraordinaire parce que ça, c'est vraiment la démarche scientifique. Actuelle. Oui. J'observe, Oui. j'ai une suspicion, donc je forme une hypothèse, je fais l'expérience pour confirmer l'hypothèse et à partir de là, j'observe sur l'hypothèse confirmée ou infirmée. Il l'a fait autour de quelle population animale, lui ou bien ce qu'il raconte? Oui. Alors, plusieurs espèces animales ont été donc mis dans son livre. Et il a étudié les chats, il a étudié les confrontations entre les souris et les scorpions, il a étudié les confrontations entre les rats. Mais là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Il dit, lorsqu'on attache deux rats, donc avec des fils, etc., ou des cordes, on les attache, ils se mettent à s'agresser avec des relations agonistiques qui sont hyper agressives. Mais dès qu'on coupe les fils, chacun va prendre son chemin et l'autre le chemin inversé. C'est-à-dire, ils ne s'attaquent pas s'ils sont libres. Et c'est ce qu'on constate justement dans toutes les confrontations qu'on voit actuellement avec les coqs, les chiens, etc. Généralement, parce que les animaux ne s'entretuent pas, qui appartiennent à une même espèce, bien sûr, ne s'entretuent pas. À un moment donné, lorsque un animal... C'est un privilège humain? Disons le privilège. Je parle par antiphrase. Oui, tout à fait, tout à fait. Et les loups, par exemple, ils montrent la partie la plus vulnérable à l'autre pour montrer que... Et nous avons un proverbe en arabe, en marocain, qui dit « lire le bi'af ». C'est-à-dire, lorsque je te montre que, ça y est, je balance le drapeau blanc, ça y est, tu m'épargnes. Et c'est ce qui se passe dans le monde animal. Généralement, les animaux appartenant à une même espèce ne s'entretuent pas. Et donc, le cas des rats, cette observation qu'il a faite, c'est le fait c'est de montrer que c'est véritablement sous conditions extrêmes. Et sous l'action des hommes. Sous l'action des hommes. La même chose, on le trouve par exemple au niveau de la reproduction. Chez nous, on peut reproduire des lapins mais avec ce qu'on appelle un degré de parenté qui sont un fils avec sa mère, etc. Alors que ce sont des choses qui sont formellement interdites, mais d'une façon systématique. Donc pratiquement, c'est pas seulement le règne animal, même le règne végétal. Il y a pas ce qu'on appellerait ici, ou ce qu'on appelle l'inceste chez les animaux. Parce que le fait, c'est une interdiction qui permet la pérennité de l'espèce pour qu'elle soit saine. Oui. Et ce brassage génétique, il est très important. Qui est un savoir inné chez l'animal. C'est des programmes génétiques qui sont établis depuis la nuit des temps. Oui, les fourmis, lorsqu'elles portent des ailes. Oui. Parce que toutes les fourmis d'une même colonie sont des sœurs. Oui. Et puis, lorsqu'elles portent des ailes, ce sont des sexuées. Donc, il y a des mâles et des femelles. Donc, elles portent des ailes pour être dispersées et rencontrer d'autres fourmis venant d'ailleurs. Et pour qu'il ne puisse pas y avoir d'endogamie, justement. Toute cette observation sous expérience, elle a été bien menée par le Jahid. Après le Jahid, dans cette culture arabo-musulmane, il y a eu des gens qui ont fait un travail
aussi conséquent ou bien il est resté véritablement un modèle unique sur lequel, auquel il faut toujours revenir comme un Shakespeare, comme un, je ne sais pas. Euh, Après toute cette expérience de lecture et de proposer justement des œuvres à des doctorants Oui. pour qu'ils puissent les étudier, et jusqu'à présent, c'est le Jahed qui règne en maître. Et qui reste inépuisable. Et inépuisable. Je pense que c'est jusqu'à mon décès. Il y aura Pour toujours. vous, alors, parlons pas de vos décès, mais parlons de vos, de vos étudiants qui sont une certaine, qui sont des animaux d'une certaine sorte, des animaux humains. C'est un filon inépuisable. Alors, les animaux humains que sont vos étudiants, faisons un peu de plaisanterie, avec tout le respect bien sûr que je dois à Mais nous vos sommes étudiants. tous des animaux. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Mais précisément, trêve de plaisanterie, vos étudiants, vous les sensibilisez à l'histoire des sciences. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique. Est-ce qu'on arrive au terme de l'émission? Je veux que vous passiez ce message, que l'histoire des sciences, pour tous les scientifiques, c'est une discipline non seulement honorable, mais qui permet véritablement une certaine même pérennité de la discipline. Alors, tout à fait. Malheureusement, lorsque on a décidé d'intégrer donc l'enseignement de l'histoire des sciences au Maroc, on l'a décidé pour les formations doctorales. Ce qui, normalement, il devrait être assez limité. Assez limité. En même temps, il devrait être dans le cadre du premier cycle universitaire. Alors, l'histoire des sciences rajoute une couche qui est nécessaire et qui te permet de te motiver pour continuer tes études. Et aussi, elle permet un des enjeux aujourd'hui majeurs, l'interdisciplinarité. Depuis tout à l'heure, on a parlé pour la zoologie de la logique, on a parlé de l'histoire, on a parlé de la linguistique, on a parlé de l'ethnologie. C'est-à-dire qu'en réalité, dès qu'on explore l'histoire d'une discipline, on se connecte à plein d'autres disciplines. Il y a beaucoup de disciplines connexes. Oui. Et vos étudiants aujourd'hui, vous arrivez à leur faire passer cet enjeu. J'espère que justement, à travers le Maroc, eux-mêmes vont disséminer ce beau savoir. Merci beaucoup, Si Ahmed Arab, d'être venu parmi nous aujourd'hui nous parler de votre passion pour la zoologie, l'ethnozoologie et l'éthologie animale. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Merci, Si Arab. Merci beaucoup. Merci, Si Ahmed. Merci. Barakallahu.